bienvenue chez vous, devant votre poste de télévision. C'est votre nouveau rendez-vous littéraire et musical, des hommes, des livres et des chansons, deux mondes, deux univers qui vont échanger, se confronter même peut-être. Et nous allons pouvoir discuter sur l'engagement, car c'est le thème de cette émission aujourd'hui, l'engagement dans la chanson, mais aussi l'engagement dans la littérature. Amis téléspectateurs, salam alaikum. Tey nag dañu am mbégte di leen présenter seen émission les hommes, les livres et les chansons. Di émission ba nga xamante ne nag bis bu nekk dina ñëw ak thème bu bees. Tey nag dañu am mbégte di accueillir ci suñu plateau notre célèbre chanteur Medzo Diatta. Medzo, bonjour. Bonjour. Abdou Lamine Faye, pardon, bonjour. Bonjour Et bienvenue. Pour commencer l'émission, je vais commencer par une citation de Pierre de Boisdeffre qui dit que la littérature engagée est comme un cadeau avec l'étiquette, avec la marque du prix, autant pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que bien, parce que effectivement l'engagement peut être qu'un cadeau, c'est en quelque sorte un don de soi pour une cause. Et ça peut s'exprimer à travers une expression littéraire comme l'expression artistique, comme la chanson. Et ça va droit au cœur. C'est pourquoi, comme le disait mon leader Abdoulaye Wade, les politiques ils énoncent des propos, et c'est les artistes qui peuvent les porter jusqu'au cœur. Donc, quand un artiste s'engage, il dialogue avec les cœurs. Et vous, Medzo, vous en pensez quoi? Moi, je pense que l'engagement, c'est un cri du cœur. Donc, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Donc, en fait, c'est un acte, on va dire, épidermique. En tout cas, en ce qui me concerne. Alors, on présente Abdou Lamine Faye, qui est Amadou, pardon, Lamine Faye, auteur, consultant au cabinet du président Abdoulaye Wade, élu le 19 mars 2000, faut-il le rappeler. Vous êtes journaliste, vous êtes directeur de publication du mag Destin de l'Afrique, qui paraît en Afrique et puis au Brésil également. Et vous coordonnez, je crois que ça vous tient à cœur précisément, la coordination donc, de l'Alliance panafricaniste pour la création des États-Unis de l'Afrique. Vous êtes une sorte de spin doctor, n'est-ce pas? Comme on dit en bon français. Là, voilà, pour revenir à ma citation, je dirais que surtout pour Medzo, si tu achètes un cadeau par exemple et tu mets l'étiquette, le prix là-dessus, donc le cadeau n'a plus de valeur. C'est dans ce sens que je parle de la littérature engagée surtout. Alors si c'est comme un cadeau que l'on met le prix là-dessus, donc ce n'est plus un cadeau, donc ce n'est plus de la littérature engagée. C'est dans ce sens que je parle. Moi, le prix, c'est dans un autre sens. Ouais. Le prix, c'est le prix de l'engagement qu'on paye. Ouais. C'est ça que j'ai mis sur le cadeau. Parce que tout engagement se paye quelque part. Et vous savez, mon leader, il a payé son engagement en allant en prison. C'est le prix qu'il a payé. Mais ce n'est pas un prix mercantile. C'est un prix Humain? humain, un prix en termes de sacrifice. Consenti à son engagement, parce que tout engagement bouleverse quelque part des intérêts. Tout engagement pose des problèmes à des gens qui ne le partagent pas. Et il y a un prix à payer pour ça. Et le prix, c'est ce que vous avez posé comme souffrance, ce que vous avez posé comme injustice. C'est ça le prix. Alors, vous parlez de prison, je me retourne vers vous, Medzo Diatta. Est-ce que le prix en matière de politique est plus cher que le prix en matière d'engagement dans la chanson? Parce qu'on parle de prison et la prison, c'est pas rien. Est-ce que vous, en tant que chanteur, vous payez un prix à cet engagement et quel prix? Jusqu'à quel prix vous êtes prêt aussi à aller, d'ailleurs? Je dirais que le prix que l'on paye par rapport à notre engagement dans la musique, c'est le renoncement. C'est-à-dire, par exemple, quand on fait de la musique et qu'on va imposer une musique, il y a un renoncement à faire. C'est-à-dire, il y a des privations. Et toutes ces privations, je pense que même dans les autres domaines, quand on veut gagner un combat, quand on amène une parole qui n'est pas encore comprise, il y a le temps que l'on met pour que les gens vous comprennent. Et je pense que ça, c'est le prix de l'engagement. L'engagement, c'est de croire avant tout le monde à des idées. C'est-à-dire d'être le premier, le précurseur, le premier à y croire et à le défendre. Voilà, et à l'emmener à bon port. Et je pense que ce prix-là, il est plus lourd que la prison. C'est le prix de l'abnégation, c'est le prix de la détermination, c'est le prix de la privation. Et je pense que ce prix-là est plus lourd que la prison. La prison est une conséquence que des gens vous imposent. Mais je pense que la plus grande des prisons, c'est la prison spirituelle.
Et quand on est engagé, on se libère. C'est une libération. En fait. Venant surtout à la littérature engagée, je vais parler de votre œuvre, Monsieur Lamine Faye, Les mercenaires de la nouvelle mission civilisatrice. Alors pourquoi ce titre? Bon, ce titre a un côté un peu provocateur, mais un peu donc d'appel à la réflexion et à un débat. Donc, les mercenaires, il est évident que ça va éveiller les attentions. Ce que je voulais dire dans ce livre, c'est qu'il y a une guerre cognitive, une guerre de perception, une guerre de la production de sens qui nous est imposée, une démonée et qu'on n'arrive pas à lire. Et qui est une guerre plus dangereuse qu'une guerre lourde, une guerre à la mitraillette. Cette guerre-là, elle vous dépossède d'une capacité de conception autonome de votre propre destin. Hein? D'une bonne définition, d'une bonne compréhension des enjeux du présent et du futur. C'est ça que j'appelle. Donc, et je dis que cette guerre-là, elle a ses agents. Peut-être même qu'ils s'ignorent, parce que dominés mentalement. Et j'ai voulu justement ouvrir ce débat en écrivant un livre, en disant que faites attention. Il y avait une mission civilisatrice qui a tiré parti, justification de construction intellectuelle savante qui était bâtie sur une seule idée. Le nègre n'avait pas de pensée, n'avait pas d'histoire. Et donc il fallait la soumettre pour le sauver. Il fallait le soumettre pour le sauver. C'est une construction intellectuelle qui a abouti à une guerre, qui a abouti à l'agression et à la barbarie. Mais justifiée parce que le nègre n'était pas un homme, c'était une bête. Je dis que cette même guerre cognitive est entreprise dans le contexte de la nouvelle gouvernance mondiale, qui veut qu'aujourd'hui, des grands ensembles vont occuper la place et que par rapport à ça, l'Afrique qui a la meilleure disposition, le meilleur potentiel pour occuper une bonne place dans la gouvernance, est isolée et n'est pas comptée pour être présent dans ce rendez-vous. Alors revenons un petit peu à la politique intérieure. Vous ne parlez pas que de l'Afrique en général, vous parlez aussi à mi-mandat du second mandat d'Abdoulaye Wade, du bilan en quelque sorte, que vous défendez. Est-ce que défendre un bilan à cette mi-mandat, c'est un déficit de communication au départ ou pas? Comment vous le voyez? Pourquoi à ce moment-là vous avez sorti ce livre opportunément? J'ai sorti ce livre qui succède à un autre livre où j'ai fait l'effort d'amener les Sénégalais à avoir d'autres paradigmes pour lire la politique qui est déroulée par le président. Il est évident qu'il y a un déficit de communication, il y a une faiblesse dans la communication, une vision extrêmement porteuse de problème, qui est celle donc, du président Abdoulaye Wade. Et je pense que je me vertue à produire dans la presse, à débattre pour que les Sénégalais comprennent que nous avons affaire. Et là, excusez-moi, mais on a remarqué que dans votre œuvre, vous vous attaquez directement à Abdou Latif Coulibaly. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Bon, je me suis attaqué à Abdou Latif Coulibaly, mais dans un sens de l'amener à débattre. Parce que c'est un intellectuel comme moi. Donc vous reconnaissez par ailleurs les valeurs intellectuelles? Du talent. Franchement, il a du talent, mais il le met au service d'une cause qui n'est pas normale. C'est ça qui nous différencie. Voilà. Donc, parlant du bilan, effectivement, je veux amener les Sénégalais à comprendre que ce bilan-là ne peut pas se lire sur le court terme et que c'est un bilan qui a fait le pari sur le long terme et sur le futur africain. C'est pourquoi il y a une difficulté de communication sur ce bilan. D'accord. Et comme la tradition de l'émission nous l'impose, nous allons choisir un extrait de votre livre qui n'a pas été choisi par vous, mais que, comme vous l'avez écrit, vous nous ferez le plaisir de nous le lire. Bon, c'est le chapitre 9, intitulé « De la nécessité de protéger le leadership panafricain contemporain de Wade ». Aujourd'hui, les domaines dans lesquels Maître Abdoulaye Wade est sauvagement attaqué sont, comme nous l'avons dit tout au long de ce livre, la bonne gouvernance, la démocratie, les libertés individuelles et collectives et la lutte contre la corruption. C'est autour de ces domaines érigés en angle d'attaque stratégique que la presse politico-affairiste, des éléments de la société civile extravertie et l'opposition revancharde dite Bedon Sigil Sénégal ont opéré une jonction disparate. Ils ont trouvé dans une espèce d'assise de l'opposition autoproclamée assise nationale un cadre d'action stratégique de réhabilitation du Parti socialiste néo. Merci. Un peu de commentaires pour cette partie. Voilà, donc aujourd'hui, paradoxalement, c'est quelqu'un qui a pris le prix de 26 ans de lutte pour l'avènement d'une démocratie, qui, arrivé au pouvoir, a pris comme premier chantier la constitutionnalisation de la protection des libertés fondamentales et l'érection de l'institution pour la bonne gouvernance.
Et c'est paradoxalement dans ce secteur où il a pris comme, où c'est le plus engagé qu'on l'attaque aujourd'hui. Mais je dis que dans le livre, il faut le comprendre, c'est parce que c'est dans ces domaines-là qu'on peut avoir un soutien international, parce qu'il y a tout un système de veille internationale sur ces questions. Simultanément, vous critiquez l'Europe civilisatrice, et c'est à partir de ces concepts que vous défendez la politique d'Abdoulaye Wade. Oui, l'Europe civilisatrice n'a pas abandonné les vieilles stratégies, les vieilles méthodes de construction intellectuelle pour nous empêcher de lire, d'avoir un paradigme qui nous sort de notre situation. Et je pense que les questions de droits de l'homme, de bonne gouvernance qui sont opposées à Abdoulaye Wade ne sont utilisées que pour pouvoir faire oublier le bilan prodigieux sur un secteur, un domaine essentiel qui est le développement. Parce que effectivement, c'est par le développement que l'Afrique peut occuper une place dans la gouvernance mondiale. Ce n'est pas sur les questions de la bonne gouvernance. Vous verrez un pays qui pratique la bonne gouvernance, mais restant dans le sous-développement, ce pays-là n'aura aucune place dans le monde. Ne pourra pas être considéré. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, donc, il faut qu'on protège les leaderships panafricains qui mettent l'accent sur la question essentielle du développement et qui, quand même, font l'effort de combiner lutte pour le développement et lutte pour la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Et c'est ce que le président Abdoulaye Wade est en train de faire. Mais c'est très difficile, dans le contexte d'une pauvreté, de régler durablement les questions de bonne gouvernance. Parce que dans la pauvreté est le lit même des obstacles à la bonne gouvernance, et c'est le lit de la corruption. Moi, je pense que les politiques de tous bords sont en train de prendre le peuple en otage. Aujourd'hui, le peuple est tout simplement ballotté entre des intellectuels, des hommes politiques, des discours que personne ne comprend. Parce que bon, moi, je n'ai pas compris grand-chose à ce qui s'est dit là. Donc, je veux dire, oui, mais en même temps, si on veut discuter, on peut dire que vous dites que Abdoulaye Wade est la voix des sans-voix en Afrique, et vous êtes la voix des sans-voix au Sénégal. Il n'y a pas quelque chose d'identique? Non, moi je pense qu'avant d'être la voix des sans-voix en Afrique, il faut être la voix des sans-voix dans son pays. Voilà, parce qu'avant, il y a un proverbe africain qui dit qu'avant d'aller balayer devant la porte de l'autre, on commence par sa porte. On retrouve ça en France aussi, où il y a des balais d'ailleurs. Oui. Voilà, donc il y a un artiste aussi qui a parlé du balayeur-balayé. Donc pour éviter d'être un balayeur-balayé, il faut quand même penser au peuple. Aujourd'hui, la situation est que le peuple sénégalais est fatigué. Donc dans tous les coins de rue, dans tout, je veux dire, partout où il y a des gens, je veux dire, c'est le même son de cloche. Les gens ont besoin de vivre, et pour vivre, on a besoin de moyens. Et aujourd'hui, les hommes politiques ne sont hommes politiques que parce que le peuple en a voulu ainsi, que parce que le peuple les a mis à la place où ils sont pour qu'ils leur rendent la vie meilleure. Donc qu'ils rendent la vie des citoyens, des Sénégalais meilleurs, au lieu d'aller dans du verbiage et dans la recherche de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, la priorité pour moi, c'est que les Sénégalais puissent vivre, puissent bien vivre. Maintenant, après, pour être le chantre du panafricanisme, le chantre des grands concepts internationaux, je veux dire, on veut bien, mais qu'on commence par faire vivre les Sénégalais. Donc c'est ça le plus important. Et Medzo, vous dites que quelque part que les musiciens qui font les louanges des politiciens ne sont pas des artistes. Est-ce qu'on peut comprendre ainsi que aussi les auteurs qui font les louanges des politiciens ne sont pas de vrais écrivains? Oui, aujourd'hui, je pense que le Sénégal souffre d'un mal que tout le monde connaît. Ouais. C'est, je veux dire, tous ces gens qui sont dans le griotique, comme l'appelle un de mes grands frères. Le griotique, c'est simplement ceux qui passent de la pommade à tous ceux qui sont en haut et pour gagner un peu d'argent ou un peu une ascension sociale. Voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'artistes qui s'adonnent à ce jeu. Il y a plein d'écrivains aussi, plein de gens intelligents qui, je veux dire, sont des mercenaires et louent leurs plumes. Tout à l'heure, il parlait d'Abdelatif Coulibaly en disant que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais qui a mis son talent au service d'une cause pas noble. C'est ça, moi je dirais qu'il ne l'a pas mis, il voulait plutôt dire d'une service pas lucrative.
Permettez que je réagisse. Réagissez, parce que effectivement, je vous vois un peu fulminé. Mais bon, je pense que la noblesse de ce que fait Abdou Latif n'est pas à remettre en cause. Je pense que ce que j'aurais à dire, très brièvement, c'est que la critique est facile. On dit du Sénégal que c'est le pays le plus bavard. Vous l'aurez remarqué, chacun aujourd'hui se valorise par la critique. La critique est devenue une facilité. La critique facile est aujourd'hui même... En même temps, c'est ce qui a fait que Wade est devenu président. C'est la critique et l'opposition. Non, ce qui a fait qu'il est président, c'est la force de proposition. Il est arrivé au pouvoir par la force de proposition. Et il a contribué à favoriser l'éveil de la conscience démocratique au Sénégal. Parce qu'avant qu'il arrive au pouvoir, on n'arrivait pas à avoir des élections où l'électeur pouvait être identifié, où, vous comprenez, l'opposition pouvait participer à des bureaux de vote. Donc il s'est battu et il a fait la prison pour ça. Et aujourd'hui, c'est le problème de sens qui pose